Bonjour. Chaque jour en France, des commerçants se font braquer et souvent dans des conditions particulièrement violentes. Certains braquages peuvent aboutir à la mort, celle d'un commerçant, du client, du braqueur lui-même ou d'un policier qui tente de s'interposer. On se souvient tous avec effroi de ce bijoutier de Cambrai mort poignardé par un braqueur. C'était le 3 février 2011. Aujourd'hui, les boulangeries, les bijouteries, donc les débits de tabac sont des cibles privilégiées. Ces petits braqueurs prennent tous les risques pour pour quelques centaines d'euros. Les quartiers souffrent et les fonds de commerce ne valent plus rien. Dans le Nord, en 2012, les vols à main armée ont augmenté de 25,32% et dans le Pas-de-Calais de 45,25%. Braquage, les petits commerçants sous tension, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nathalie Defresne. Vous êtes présidente de Commerce et Quartier à Roubaix. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Et Monsieur Olivier Berton, vous faites partie du syndicat de police Alliance et vous êtes chargé au sein de ce syndicat de l'investigation. Merci également d'être là aujourd'hui avec nous. Alors tout de suite, je vous propose de regarder ce reportage réalisé la semaine dernière par une équipe de notre rédaction de France 3 Nord Pas-de-Calais. Le témoignage rare d'une commerçante qui vient de se faire braquer. Les braqueurs sont arrivés par la porte du café, donc le téléphone portable sous le comptoir, tout le monde par terre. Donc ici, tout le monde par terre, les 4 personnes par terre. Dimanche, 14 h, 4 clients finissent leur verre avant la fermeture du Café de la Presse, quand 2 hommes armés et cagoulés font irruption. Ils nous ont dit, c'est un braquage gentil, vous faites ce qu'on vous dit de faire et tout se passera bien. On a l'habitude de faire ça, tout se passe bien. En quelques mois, Nathalie aura connu un cambriolage, une agression et il y a 2 jours, ce braquage. Nous enfermer dans les toilettes et nous dire vous sortez dans 10 minutes, on fouille l'établissement et toi par contre si jamais tu nous as caché quoi que ce soit, on viendra te buter. Dans le quartier, les commerçants ne sont pas très surpris, quasiment tous ont été victimes d'actes violents. Tous les commerçants sont concernés. Des braquages Braquage, je pense qu'il y en a eu deux dans la rue récemment. On a cassé pas mal de vitrines, hein. La mienne a été cassée quand même 2 fois. En pleine nuit, on a au pied de biche, on a pénétré chez moi et puis la police n'est pas intervenue. C'est effrayant, on se sent vraiment seul. On se sent seul. Nathalie, elle, n'a pas ouvert son commerce ce matin et elle songe désormais à changer de vie. Je fais 14 heures par jour, on en sort avec des commissions très minimes qui nous permettent de vivre, mais c'est un SMIG. Donc si c'est pour me le prendre en 20 minutes de temps, de toute façon ça recommencera. Je suis persuadée que ça recommencera. Donc je préfère partir. Si j'ai la possibilité, je vais voir ça, mais je partirai. Nathalie Defresne, j'imagine que c'est un témoignage qui vous touche, ça. Est-ce qu'à Roubaix, aujourd'hui, on a l'impression que les commerçants en ont vraiment ras-le-bol, c'est ça? Tout à fait. En plus, je connais les 2 personnes qui ont été victimes dans le reportage. C'est un traumatisme, financier peut-être, mais le pire, c'est le traumatisme psychologique. Et je pense franchement que ces commerçants-là, notamment la presse, sont des cibles privilégiées aujourd'hui. Sont des cibles privilégiées parce qu'il y a beaucoup de liquidités dans ces... J'ai tort de le dire parce que les volets, tout le monde le sait, mais ces commerçants-là sont les tabacs, etc. sont effectivement les cibles. Alors comment on se remet d'une telle chose? Parce qu'on a l'impression finalement, quand on est petit commerçant, on se fait braquer le jeudi soir, il faut réouvrir le vendredi matin. Alors est-ce que vous avez tous un sentiment finalement de solitude? Vous n'êtes pas pris en charge finalement? Non, et je pense que, alors c'est pas de l'agression du tout, hein. La police fait certainement très bien son travail. C'est la justice, ils sont pas assez punis, les braqueurs quand ils sont pris ou je ne sais quoi. Donc en fait, il y a un sentiment d'impunité qui devient très lourd pour le commerçant. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces braquages, constituent un risque majeur pour les petits commerçants? Tout à fait. Les banques sont de plus en plus sécurisées, les grandes surfaces aussi. Donc effectivement, les petits délinquants ou les braqueurs ne peuvent que se rabattre sur les petits commerçants. Alors Olivier Berton, comment on explique cette recrudescence de ce qu'on appelle des petits braqueurs, d'ailleurs en termes assez inappropriés, apparemment? Moi, ce que je retiens de ce reportage, c'est 2 maîtres mots, banalisation, j'ai entendu, et solitude. Effectivement, il faut
Alors la police fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, effectivement. Je pense qu'il faut lutter sur ces deux plans importants du sujet. Arrêter de banaliser les faits, ils sont d'une gravité extrême, qu'on soit effectivement petit commerçant, gérant d'un débit de tabac ou banquier. Quand vous dites banaliser, c'est-à-dire? Eh bien, c'est la multiplicité des faits et j'allais dire presque la coutume ou l'habitude qui fait que même les riverains, même les témoins, finalement s'habituent à ce qui devrait être complètement exceptionnel. Comme si un coup de poing, ça n'était plus rien. Voilà. C'est plus un scoop, quoi. Je veux dire, bon, effectivement, il y en a un qui s'est fait braquer. Moi, je vois bien dans des rues commerçantes, il y en a un qui s'est fait braquer. Ma foi, bon, avant, on en aurait fait un monde. Maintenant, aujourd'hui, ça devient... Mais c'est grave, parce que c'est d'une banalité... Voilà. On le voit même dans les enquêtes qui sont menées par mes collègues. Évidemment, il y a des ouvertures d'informations par la justice et les enquêteurs donc, sont amenés à procéder à des auditions. Il est de plus en plus difficile d'obtenir ou de recueillir des renseignements parce que, alors il y a aussi parfois la loi du silence qui règne dans certains quartiers, mais c'est aussi parce qu'on banalise tellement que finalement les gens n'ont pas le sentiment d'être important dans le témoignage ou d'apporter le concours à la justice. Mais comment on enquête justement sur ces petits braqueurs? Parce qu'on n'a pas l'impression que les enquêtes aboutissent régulièrement, parce que on imagine que ça se saurait, mais par exemple, un policier qui arrive avec une jeune femme, devant une jeune femme qui vient de se faire braquer, il y a quoi? Il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas de signalement, comment vous faites? Il y a aussi, il faut bien comprendre, moi je suis là non pas pour représenter l'administration centrale ou le ministère de l'Intérieur, mais je défends prioritairement évidemment mes collègues qui sont confrontés tous les jours à ces mêmes violences. Et au travers de ça, je suis aussi là pour défendre les victimes, puisque c'est notre métier. Le problème de la police, c'est que vous avez tellement de métiers différents au sein de la police qu'effectivement les premiers intervenants sont ceux qu'on appelle police-secours, ne sont pas ceux qui vont de toute façon mener l'enquête. Alors eux-mêmes sont confrontés à cette hyperviolence, vous l'avez rappelé, parfois mes collègues sont les premiers à payer de leur vie pour s'interposer, mais ensuite vous avez toute une succession d'équipes qui vont intervenir. Vous avez donc des équipes d'identité judiciaire qui vont intervenir pour relever donc c'est très un maximum difficile en fait, d'empreintes. tout cela pour dire que vous le sentez cette difficulté quand les policiers arrivent, une impression de on ne sait pas trop où ça va aller, quoi. Mais c'est l'aboutissement que je reproche un peu à la police au niveau progression de l'enquête. Je comprends très bien qu'à un moment on peut pas tout dévoiler, mais la victime a besoin, je pense, de savoir qu'on s'occupe de son cas. Ce que je reprocherais un petit peu à la police aujourd'hui pour avoir côtoyé des gens qui malheureusement se sont fait braquer. On a l'impression que le dossier est dans un coin. C'est peut-être pas vrai, attention, c'est pas une agression. Je vous propose de regarder un second reportage. Alors là, nous sommes à Marc-en-Barœul, à Lille et à Marc-en-Barœul. C'est une société qui s'est faite braquer l'année dernière, en été 2012. Et vous allez voir, pourtant, elle est sous vidéosurveillance. Et c'est un reportage de la rédaction de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Depuis sa mise en ligne, cette vidéosurveillance fait littéralement le buzz sur Internet. On peut y découvrir plusieurs individus déterminés et relativement organisés. Durée totale du cambriolage, moins de 2 minutes chrono. Bilan de l'opération, une fenêtre blindée pulvérisée et 7 ordinateurs volés. Un préjudice qui s'élève à plus de 25 000 € et un dirigeant d'entreprise qui se sent totalement démuni. Il faut intensifier les solutions de protection, mais bon, en tout cas, ça passe pas par l'électronique, ça passe pas par la vidéosurveillance et l'alarme. Parce qu'on voit que ça, c'est totalement inefficace. Donc ça veut dire plus de blindage aux fenêtres, quoi. Voilà. C'est un peu désolant de se dire que demain, à travers ces fenêtres, on verra des barreaux comme dans une prison. Et pour les collaborateurs, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Ils sont rentrés en pleine nuit en fracturant une fenêtre avec un pied de biche où ils ont bien endommagé le matériel. Et ils sont rentrés à 3 ou 4 personnes pour nous voler du matériel informatique. Victime de 2 cambriolages consécutifs cet été, cette autre entreprise située à Marc-en-Barœul, près de Lille. C'est en visionnant la fameuse vidéosurveillance que son responsable a découvert de troublantes similitudes entre ces 2 affaires. Même mode opératoire et même matériel volé. C'est frustrant de savoir que vous avez investi énormément d'argent pour développer votre entreprise et acheter du matériel pour que les salariés aient des outils de travail qui, pour le coup,
se retrouvent au chômage technique quand ils n'ont plus d'outils de travail. Donc c'est préjudiciable à plusieurs niveaux. Et le fait de savoir qu'on retrouve notre matériel en ligne, ce qu'on pense, on n'a pas la preuve, mais on le pense, parce qu'on l'identifie, on est totalement impuissant. Et c'est parce qu'il se sent impuissant, lui aussi, que ce chef d'entreprise a décidé de médiatiser son cambriolage, une façon comme une autre d'interpeller les pouvoirs publics. Nathalie Desfresnes, on a l'impression effectivement que les petits commerçants de plus en plus pratiquent une sorte d'autodéfense. Ils se munissent d'alarmes, de caméras. Est-ce que ça, c'est le cas par exemple à Roubaix ? Je pense qu'effectivement, les caméras deviennent de plus en plus fréquentes. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu au niveau commercial, c'est que certains commerçants travaillent à porte fermée. C'est-à-dire qu'on sonne pour arriver chez le commerçant. Et certains sont bien obligés de le faire maintenant. Moi, personnellement, en défense commerciale, je trouve que c'est anti-commercial au possible, devoir sonner pour rentrer dans un commerce. Mais il y en a certains qui n'ont pas d'autres moyens, quoi. Et est-ce que pour vous, cette pratique-là, c'est vraiment un signe qui est apparu il y a quelques années? Vous situez ça à peu près quand? Parce qu'on parle de ces petits braqueurs depuis 5-6 ans à peu près. Est-ce que vous, en étant à Roubaix, vous sentez que ça va en augmentant ou... C'est-à-dire que le problème, en fait, c'est que avant, il y en a toujours eu, faut pas non plus, je pense qu'il y a toujours eu des braquages, etc. Mais avant, ils étaient beaucoup moins violents. Donc c'est la violence qui fait peur, en fait. Ils vont braquer, ils vont peut-être tuer pour 50 € dans une caisse, parce que le montant n'a... Enfin, je vais pas dire qu'il n'a pas d'importance, mais vous êtes comme moi. En fait, le commerçant qui se fait braquer pour 50 € comme sur, je sais pas moi, 1000 ou 2000 €, le résultat psychologique est exactement le même. Alors ça, c'est un fait marquant, c'est-à-dire que ces petits braqueurs, on a l'impression, sont complètement inexpérimentés, en général très jeunes. Très jeunes, de plus en plus jeunes, oui, effectivement. Alors, ils sont capables de tout. Complètement inexpérimentés, donc beaucoup plus dangereux que il y a les anciens braqueurs qu'on a connus dans les années 70-80, ça c'est sûr. Et donc, face à cette hyperviolence, je comprends bien sûr que les commerçants se protègent, mais malgré tout, la seule protection qui leur est offerte, c'est la protection de la police municipale ou justement, police nationale. Cette police, selon vous, est-ce qu'elle a les moyens de lutter contre ces petits braqueurs? Parce qu'on n'en a pas totalement l'impression. Faut être honnête avec les téléspectateurs, je pense que non. Les effectifs sont en baisse constante depuis plusieurs années. Évidemment, ça ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur le phénomène. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'on entend beaucoup parler, les effectifs sont en baisse, mais concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, combien de patrouilles la nuit, pour combien d'habitants? Voilà, comment vous décririez cet état de fait? Il faut savoir, alors j'ai pas les chiffres parce que évidemment administrativement, de façon récurrente, l'administration transforme effectivement les découpages, on va dire, des secteurs police et gendarmerie. Donc au jour d'aujourd'hui, on parle même plus de Roubaix en tant que ville, on parle de Lille agglomération qui regroupe donc Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières. Là, on parle par exemple de 3 à 4 véhicules comprenant 2 policiers chacun la nuit. C'est ça, sur l'île Intramuros, c'est la moyenne, on va dire, à disposition des équipages police-secours, donc premiers intervenants. Et pour une population de 230 000 habitants. 230 000 habitants, oui, c'est ça. Oui. Et donc ça, c'est impossible pour les policiers. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire, on entend parler d'un braqueur, voilà, il y a une voiture qui y va. Pour la plupart sont géolocalisés, donc effectivement, le fonctionnaire qui est au pupitre, si je puis dire, c'est exactement où se trouve le véhicule de patrouille le plus proche de l'infraction commise et va envoyer en urgence ce véhicule en police secours. Évidemment, si sur ces patrouilles, il y en a déjà d'occupés sur d'autres faits durant la nuit, d'où, et ça c'est récurrent aussi de la part des victimes, on a attendu X temps avant de voir arriver une patrouille, etc. Quand on attend et qu'on vient d'avoir un traumatisme, c'est toujours très long, en fait, voilà. Effectivement. On a l'impression que personne ne s'occupe de nous, que c'est toujours très long. Par contre, j'ai envie de vous interrompre parce que je ne sais pas si les effectifs ont augmenté par rapport au dernier dispositif, tout au moins sur Roubaix, je parle, parce que Lille, je ne peux pas en parler. Mais Roubaix, par exemple. Il y a le dispositif, vous allez me le dire, je ne me souviens plus du nom, en fait, ZSP, que le gouvernement... Voilà. La zone de sécurité prioritaire. J'ai une sensation, sur la rue de l'Épaule tout au moins, j'ai une sensation qu'il y a un peu plus de présence policière qu'il n'a pu avoir il y a 2 mois.
Oui, puisque l'administration, n'ayant pas pu obtenir d'effectifs, en tout cas pas pour l'instant, a redispatché, on va dire, d'autres effectifs pour les concentrer sur le terrain. Donc ça veut dire que c'est au détriment des autres alors? Voilà, tout à fait. Ce sont souvent Donc, ce sont des policiers services d'investigation multitâches, qui doivent... on leur retire pas les dossiers, c'est rassurant pour certains attendant. quartiers, ça l'est moins pour les autres, parce que pendant ce temps-là, j'ai envie de dire qu'on déshabille Paul pour habiller Pierre, quoi. Enfin, en gros. Ce sont des policiers multitâches aussi, c'est-à-dire que certains... C'est-à-dire que la politique si on avait une politique de riche, on pourrait se permettre d'affecter à chaque policier une tâche bien précise et une spécialité. Or là, ça n'est pas le cas. Dans un contexte aussi contraint que l'est le contexte actuel, on ne peut pas aller vers ce genre de dispositif. Or, c'est celui-là qui serait évidemment performant, puisqu'on aurait à la fois des effectifs police-secours, des effectifs d'intervention pour interpeller éventuellement ou poursuivre les auteurs de braquage, et ainsi de suite. Or là, on a un policier au jour d'aujourd'hui, multicarte, qui fait aussi bien une intervention police-secours, dans la foulée à qui on va demander de faire une garde de détenus au centre hospitalier régional, puis ensuite de faire une garde statique à la préfecture, puis ensuite de faire une garde de garde à vue dans les locaux, et ainsi de suite. Alors donc, avant de continuer notre discussion, on va le voir, parce que c'est également un état de fait très important dans la région. Il n'y a pas seulement les villes qui sont touchées par ces violences, les campagnes ne sont pas épargnées. Alors on appelle ça là-bas du homejacking, on vole dans les maisons et avant, évidemment, on neutralise les occupants de cette maison. Et là encore, vous allez le voir, c'est d'une grande violence. On regarde beaucoup au niveau des voitures, parce que comme vous pouvez le voir, là ici, il y a de l'humidité qui s'installe sur les voitures. Et mettons une voiture qui va être là dans un coin, qui est complètement sèche, en fait, on se doute bien qu'elle vient d'arriver. Toute la nuit, ils vont rouler au ralenti souvent, dans le silence parfois, comme des veilleurs. Il est 2 heures du matin, nous sommes avec une patrouille de la gendarmerie de Bézieux, une zone de petits villages et de résidences haut de gamme à quelques centaines de mètres de la Belgique. L'objectif de la patrouille, lutter contre les homejacking, ces vols souvent très violents à l'intérieur des maisons et destinés à s'emparer des clés des voitures de grosses cylindrées. Ce qui est bien, c'est qu'il y a ça. Et là, on peut tout voir dans la maison. Donc j'ai un ordinateur portable prêt à partir. J'ai un peu de tout. J'ai même la sacoche qui va avec l'ordinateur. Et j'ai 2 voitures qui attendent à partir. Prêtes à partir. Donc il suffit que j'entre. Je vais chercher les clés qui doivent certainement être au niveau de la porte d'entrée. Et je peux prendre 2 voitures. Et j'ai peut-être même la chance d'avoir les papiers dans la sacoche. On est dans un quartier qui est propice justement au homejacking. On a déjà eu 2 faits de homejacking donc sur cet ensemble de résidences. Des maisons mal protégées, aux volets non fermés, aux jardins sans clôture, peuvent être une cible de choix. Car même si les malfaiteurs parviennent souvent à entrer partout, le but reste de ralentir leur progression. Les gendarmes patrouillent sans se cacher. La stratégie de la dissuasion pour déranger les voleurs, les faire fuir. On a des communes malgré tout qui vont ressortir un peu plus au niveau des homejacking, voire même des cambriolages. On va dire que c'est des communes où... Les gendarmes ne sont pas seuls, ils sont connectés en permanence avec d'autres hommes qui appartiennent au peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Placés plus loin sur les axes clés, ils peuvent immédiatement identifier les véhicules suspects et les intercepter. On va faire comme on a dit, comme on fait d'habitude. Donc toi tu vas te placer sur un axe sur le CD 941. Moi je vais grenouiller. Comme ça, si on gêne, ils vont décrocher sur toi, ils passeront devant toi automatiquement. Okay. On fait comme ça. Le garçon m'a fait mal. Nous l'appellerons Pierre. Il a été victime d'un homejacking. C'était la nuit du 1er juin 2011, à 1h14 exactement. Il a accepté de nous raconter son histoire dans l'anonymat. Il y a
3, 4, voire 5 individus masqués, gantés, avec des scotch autour des gants, avec des scotch autour des pantalons, qui ont fait éruption dans notre chambre. Suite à ça, ils ont traîné ma femme sur le palier. Un garçon m'a massacré la tête à coups de pied. À coups de pied, je suis passé aux urgences le lendemain et ils m'ont dit j'aurais pu mourir, mais bon, je suis resté en vie. 30 minutes d'horreur. Ils n'ont frappé que moi, oui. Ils ont pris des choses dans la maison? Ils ont tout vidé. Des conneries. Des conneries. Console de jeu, téléphone portable, des conneries, quoi. Tant que j'aurais pas mis un visage sur les mecs qui m'ont fait ça, j'y penserai tout le temps. Ils m'ont pris ma vie, madame. Ils m'ont pris ma vie. En France, le Nord est aujourd'hui l'un des départements les plus touchés par le homejacking. Olivier Berton, alors on le voit dans ce reportage, on a l'impression de dispositif, là c'est une zone gendarmerie, mais on a également quand même le sentiment d'impuissance face à ce qu'on qualifie de petits braqueurs, mais qui semblent être partout, se faufiler partout et s'échapper finalement. Encore une fois, votre reportage parle de lui-même. Mes amis et collègues gendarmes sont pas mieux lotis que nous, policiers, puisque j'ai compté 2 gendarmes de la brigade territoriale de Bézieux et 2 gendarmes du PSIG local. C'est vrai que pour couvrir une zone géographique aussi importante que celle-là et lutter efficacement... Alors ça sert à quoi? Parce qu'on parle de dissuasion. Alors la police, il y a 2 pans de police et de gendarmerie, c'est la prévention et la répression. Alors effectivement, pour éviter que les commerçants soient agressés quotidiennement, il faudrait avoir des moyens pour faire de la vraie prévention. Alors c'est quoi des moyens pour de la vraie prévention? La présence d'abord physique, effectivement, dans la rue, lors de patrouilles à l'américaine, si je puis dire, puisque ça c'est une demande, ou en tout cas une idée d'alliance qui a été reprise et qui vient évidemment des États-Unis. Alors à l'américaine, c'est-à-dire expliquez-nous. C'est-à-dire un quadrillage des villes et des secteurs avec, on va dire, un secteur déterminé dans lequel va opérer un fonctionnaire. Alors, évidemment, ça c'est... Alors aux États-Unis, ils sont très spécialisés aussi, très les policiers. Oui, tout à fait. Il faut savoir, par exemple, qu'à New York, qui est la ville de référence, puisqu'il y a moins 60% de délinquance en 7 ans, on a 7,5 millions d'habitants et il y a quand même 40 000 policiers. Au bas mot, pour avoir la même idée, il faudrait que sur l'île, dont on parlait tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait plus de 5000 policiers. Or, on est à 2300 ou 2400 en comptant les administratifs, donc des gens qui restent dans les bureaux. Vous imaginez qu'on n'est pas dans un... Donc le constat, c'est bien celui-là. Le constat, c'est qu'on semble, face à ces petits braqueurs, on semble assez impuissant pour non seulement les attraper, mais les punir. C'est-à-dire que on a l'impression d'un coup du hasard. C'est ce qu'évoquait un peu Madame Defrenne tout à l'heure, c'est-à-dire que la police fait son travail et peut-être même parfois plus que son travail, malgré la démotivation quotidienne. Mais c'est vrai que parfois, nous-mêmes, nous le dénonçons. On a le sentiment qu'une certaine justice, qui elle aussi pêche par des moyens qui sont devenus ridiculement bas, la justice n'a pas forcément ou l'envie, ou les moyens, ou les signes politiques pour vraiment punir la faute. Madame Defrenne, qu'est-ce que vous demandez, vous, aujourd'hui, au nom des commerçants de Roubaix? D'après vous, quelle serait une des premières solutions? La présence policière, je confirme, là on est tout à fait sur la même longueur d'onde, puisque je confirme, la présence policière dissuade. Je n'ai pas dit que c'était le remède miracle, parce que il y aura toujours quand même un peu de braquage, mais quand il y a un peu de présence policière, ça diminue un peu. La deuxième, il y a l'histoire des caméras de surveillance, qui sont quand même un atout. Sauf qu'effectivement, ils s'aperçoivent très vite que telle zone et dans le cadre de la vidéo, caméras, et d'autres non. Les délinquants s'adaptent beaucoup plus vite que nous. Je constate effectivement que, alors je vais sur certaines rues de Roubaix où des vidéos effectivement ont été installées, c'est plus aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'effectivement, ils savent très bien, très vite, où la cible, où ils sont filmés, etc., etc. Donc, on déplace un peu le problème, à moins de mettre des caméras partout dans toute la ville, ce qui serait complètement
Et les commerçants n'ont pas cette tentation, parce que ça on en parle beaucoup, aussi d'un point de vue national, on le voit, une tentation d'acheter une arme eux-mêmes, de se défendre eux-mêmes, les petits commerçants J'ai envie de notamment. dire pour l'instant non, mais je vais être très pessimiste, mais à force, ça risque effectivement d'avoir des dérapages non contrôlés, quoi, parce que effectivement le commerçant qui s'est fait braquer 2-3 fois, pas forcément pour de l'argent d'ailleurs, hein, c'est pas forcément pour de l'argent, ça peut être pour effectivement des ordinateurs portables, etc. Mais il a le sentiment quand même d'être seul et au bout d'un moment effectivement il pourrait déraper. Donc, vous créerez de l'insécurité supplémentaire. Je pense qu'avant d'évoquer l'autodéfense ou la... j'ai pas dit que j'étais pour, non, monsieur, j'ai pas dit ça. Hein. Je pense qu'il y a d'autres solutions peut-être parfois technologiques ou techniques. Les caméras, vous en pensez quoi en fait? Les caméras... Il ne nous reste plus beaucoup de temps. En conclusion, vous demandez en priorité, monsieur Berton, de toute façon, des policiers supplémentaires. Voilà, en une phrase. Des policiers supplémentaires, mais également qu'on recentre effectivement sur leur cœur de métier chaque policier. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, les policiers sont souvent affectés à des tâches qu'ils ne devraient pas assurer, évidemment, donc qui ne sont pas des tâches de sécurisation des commerçants. Merci beaucoup à tous les deux. Très belle semaine à tous. Je vous retrouve dimanche prochain à la même heure sur France 3.